fois que j'ai été commissaire d'une exposition, c'était il y a plus de 15 ans pour Warhol TV, une expo qui a d'abord été montrée à Paris, à la Maison Rouge, avant de l'être à Lisbonne et dans 3 villes du Brésil. En fait, elle a changé ma vie. Ce qui m'intéressait ici, c'était que la télé de Warhol était le dernier sujet absolument inexploré du pop américain. C'était de l'histoire encore vivante. Peut-être que Lina Gottmé parlerait en l'occurrence d'archéologie du futur. On lui demandera plus tard. À l'époque, on pouvait encore aller interviewer les protagonistes de cette télé de Warhol, excepté Warhol bien sûr. Lui, avant sa mort accidentelle en 1987, était obsédé par l'idée de passer à la télé. Alors, en fait, comme lorsqu'on le filmait, il bégayait, il a décidé de créer ses propres programmes avec ses propres équipes pour mettre fin au blocage. Il a créé des programmes télé. Plus généralement, il avait toujours une obsession, tout enregistrer, tout filmer, tout photographier. Moi, j'ai copié Warhol. Dans le même esprit, il y a 10 ans, lorsque j'ai lancé Judith Benamou Reports, j'ai décidé d'enregistrer et de filmer mes entretiens. Aujourd'hui, mes plus de 2500 vidéos sont toutes sur YouTube, en accès gratuit. Là, je n'ai pas copié Warhol, il faut croire que j'ai moins le sens des affaires que lui. Et nous voilà, 10 ans plus tard, célébrant Judith Benamou Reports avec les personnalités les plus influentes du monde de l'art. Cette semaine, j'ai interviewé en public Hans Ulrich Obrist, Maya Hoffman, Glenn Laurie, Rikrit Tiravanija. Nous concluons en beauté, en majesté, avec l'architecte Lina Gottmé, qui a reçu dans les derniers temps une cascade de reconnaissances et de prix en lien avec le monde des musées. Je tiens aujourd'hui encore à remercier Docent et sa fondatrice Hélène, Piaget avec Adèle et Emma, l'appartement Piaget, curaté par Asia Now, ainsi que l'équipe de Projet Média. Lina, toutes les personnes avec lesquelles je parle de vous, de toi, sont littéralement sous le charme, un mélange de délicatesse et de détermination, disent-ils, et puis aussi un grand sens du détail. On m'a aussi parlé de ta famille, de l'attention de ton père envers ses filles, de votre éducation, de l'importance de la terre au sens concret et métaphorique. Alors, attaquons le sujet. Je crois que ton enfance à Beyrouth a été d'une influence majeure sur ta vision du monde. Ta mère elle-même avait fait des études d'architecte, je crois. Raconte-moi, raconte-nous. Merci Judith, je suis ravie d'être en dialogue avec toi, avec cette conversation. J'ai toujours cette image de toi à la sortie de la Biennale de Venise, que sont rencontrés comme si on se connaissait depuis toujours. Il y a toujours des âmes comme ça qui se rencontrent et qui arrivent à raconter des choses et à dialoguer ensemble. Alors oui, j'ai grandi à Beyrouth, je suis née à Beyrouth même et j'ai grandi jusqu'à l'âge de 22 ans dans cette ville. Et grandir dans une ville comme Beyrouth, c'est être face à l'histoire de la civilisation, mais aussi à un peu la nature humaine quelque part et ses contradictions. C'est vivre la guerre, vivre à la fois la guerre et la beauté, voir les traces de guerre sur le bâti, sur l'architecture, poser la question de ce que est l'architecture dans les bâtiments qui nous entourent et dans les traces que ces événements peuvent avoir laissées sur la peau de ce paysage construit. C'est aussi se poser la question du futur, se poser la question de quel futur on peut construire ensemble en tant qu'humanité. Et du passé. Et du passé, absolument, parce qu'à chaque fois qu'on regarde une terre qui va être, où on va reconstruire un bâtiment, on découvre de l'archéologie, d'où ma fascination avec ce domaine de l'archéologie, puisqu'on découvre des traces, on voit l'histoire des civilisations, et aussi ce travail d'archéologue qui est celui de regarder les traces, de construire des liens et de voir l'architecture qui redevient terre en fait, qui redevient presque sol et qui disparaît dans ce contexte. C'est quoi l'architecture qui redevient terre? C'est ça la ruine, tu veux dire? C'est peut-être la ruine, mais c'est aussi cette
pour moi, cette fascination que le bâti, dans le temps, est redevenu terre. C'est presque les ressources en fait, avec lesquelles on a construit sont redevenues environnement. Et ça donne énormément de modestie vis-à-vis de ce qu'on a construit par le passé. Et en même temps, on regarde l'avenir par cette possibilité de construire des histoires au travers de ces traces qu'on retrouve. Mais comment cette jeune fille à Beyrouth a-t-elle décidé d'entreprendre des études d'architecture? Je crois que tu as d'abord étudié à Beyrouth. J'ai oublié de dire que Lina a son studio d'architecture à Paris. À Paris, oui. Avec combien d'employés aujourd'hui? Là, on est une quarantaine de personnes. Que 40? Je croyais que c'était immense. Non, elle rate tous les projets. Non, c'est une quarantaine de personnes et on travaille vraiment, on sélectionne des projets. C'est vrai que c'était une très belle année où ça fait 20 ans que je travaille et aujourd'hui on a des projets qu'on a envie, sur lesquels on investit, que j'ai construit un peu pour avoir ce type de projet qui me passionne. Oui. Et chaque projet a une équipe qui est très attentive. Et puis, aujourd'hui, on a aussi une autre satellite à Londres que je viens d'inaugurer. Ah oui, et il y a de quoi à Londres, vu le gros morceau auquel tu t'attaques. Oui. On va en parler tout à l'heure. Mais alors, comment la jeune Lina à Beyrouth va décider de commencer à étudier l'architecture? Quand j'étais enfant, déjà, j'ai vécu une période de guerre. Finalement, j'ai vécu de manière une intimité avec les espaces, en fait, et que les espaces qui peuvent être, qui font écho aussi à cette période de guerre. À la fois être, par exemple, dans le 7e étage d'un bâtiment, à la fois être au sous-sol protégé parce qu'il y a des bombardements. Donc, cette sorte de contraste qu'on peut vivre, le rapport aussi à l'électricité, à la lumière, l'absence de l'électricité, donc les ombres et on jouait avec la torche par exemple et on créait de l'espace avec ça, et à la fois la vue d'une ville éventrée. Je me rappelle encore voir cette ville ou ces bâtiments éventrés avec une coupe comme un plan en fait où jouaient les enfants là-dedans. Ah oui. La nature qui reprenait le dessus. C'est-à-dire la vie qui gagne quand même. Exactement. Et ce qui me frappait surtout, c'est aussi cette envie de reconstruire, cette envie de penser l'architecture comme un moyen de ramener les gens ensemble, de pouvoir créer des lieux un peu des lieux paisibles, en fait, des lieux de vie entre les gens. Donc l'architecture, c'est un vecteur pour moi. Mais l'architecture, c'est aussi un abri quand même. C'est un abri. D'abord, non? Est-ce que c'était pas pour soigner cette situation que tu voulais devenir architecte? Je pense que c'était l'envie de ramener de la beauté dans cet environnement et peut-être au travers de la beauté, to heal that landscape, probablement soigner, mais je pense mais en même temps, je ne prétends pas que l'architecte est capable de sauver la vie non plus, mais à son échelle, on est capable de créer des espaces de rencontre, des espaces où on se sent bien, qui nous rend moins violents et qui manifestent notre humanité au sens positif de ce que peut être l'humain. À la fois, quand j'ai grandi, j'avais ma mère, comme tu avais mentionné aussi, Judith, ma mère avait étudié l'architecture. Sans l'exercer. J'ai entendu un podcast où tu disais ça. C'est ça. Elle n'a pas pratiqué le métier. Elle étudiait l'architecture et je la voyais faire des maquettes quand j'ai grandi. Ah. Et puis, elle a enseigné l'histoire dans les écoles. Mais j'avais décidé d'être médecin. Et je pensais que dans donc ma guérir pensée, quand même, healing. C'est vrai, oui. C'est une séance où je comprends plein de choses. Vite un canapé pour la... Je m'allongeais.
Non, mais c'est vrai que ce qui me fascinait avec la médecine, c'est le corps et travailler dans un métier où on comprend aussi l'ADN, où on est dans la génétique. Je voulais aussi approfondir ce sujet et j'ai commencé à la fois étudier la biologie et pour m'apprêter à faire de la médecine et à la fois l'architecture dans l'université américaine de Beyrouth. Oui. Et ce qui est magnifique dans cette école, c'est que c'est un campus où on a différents départements, donc on pouvait vraiment croiser différentes disciplines et avoir des cours à la fois en architecture, en d'autres disciplines à la fois, et ça enrichissait vraiment ma vue en fait de ce que pourrait être l'architecture. Et en plongeant dans l'architecture, Mais dans donc cette tu as pratique, étudié la médecine, la biologie, et en même temps tu as fait l'école buissonnière d'une certaine manière. je pensais que l'architecture peut-être ça peut être un hobby à côté de la médecine. Donc tu t'es fait happer par l'architecture. Je me suis fait happer complètement par l'architecture et par le fait aussi que c'est un métier qui croise des disciplines, que le corps il est présent en fait, dans l'architecture. En fait l'architecture c'est avec des corps, évidemment. Absolument, et c'est finalement comme si on reconstruisait une autre nouvelle enveloppe. Le bâti, c'est aussi cette deuxième enveloppe qu'on construit. La première, c'est ce dont on est vêtu, et après, là, on reconstruit l'espace qui se prolonge, qui est cette nouvelle peau qui va nous entourer et qui a du sens, qui va aussi façonner d'une certaine façon nos relations, nos interactions l'un avec l'autre. Mais aussi le process créatif, les premières années, c'était beaucoup de peinture, beaucoup de travail artistique et architectural. Mais comment tu as su que tu passerais de l'autre côté, du côté architecture plutôt que médecine ? Parce que ça m'a fascinée, parce que j'ai trouvé la richesse en fait dans le métier d'architecte qui se nourrit par des connaissances en médecine. Des fois, il faut aussi comprendre le corps et ça se nourrit par d'autres métiers, par la physique, ça se nourrit par la politique, ça se nourrit par la sociologie. Et ça m'a permis de un peu manifester cette curiosité dans un même métier et de croiser des disciplines au sein de ce même métier qui est l'architecture. L'architecture se nourrit finalement par notre compréhension du monde et c'est une manifestation physique de cette complexité qui constitue le monde dans un espace bâti. Et en plus, c'est une manifestation qui est censée durer plus longtemps que la vie humaine. C'est vrai, mais j'ai jamais pensé faire l'architecture pour cette question de permanence. Parce que, à mon sens, c'est une question de temps, et notamment quand j'ai grandi au Liban, dans un pays qui est toujours dans cette instabilité, la notion de permanence pour moi est très relative. Ah oui, c'est sûr. Mais moi, ce qui m'a frappé à Beyrouth, c'est l'urbanisme qui est comme un puzzle. Un morceau de bâtiment ancien surmonté d'un morceau de bâtiment nouveau avec des principes de spéculation immobilière. C'est une ville puzzle en fait. Oui. C'est une ville qui n'a pas un plan urbain qui régit son développement et c'est un patchwork, c'est un collage de différentes situations urbaines qui rendent aussi, à la fois peut être problématique dans la pratique de la ville, mais qui rendent aussi cette richesse urbaine et ces découvertes permanentes d'espaces assez étonnants et des situations possibles en fait, d'appropriation spatiale qui peut se passer. Et un peu comme la peinture de Zarina Hashimi, qui est une artiste qui a peint la carte de Beyrouth, un peu comme une sorte de charcoal, c'est avec de fusain. De fusain, effacé et réeffacé. C'est un palimpseste qui se construit et reconstruit à chaque fois. Et c'est toujours étonnant. On marche à Beyrouth, on a l'impression, en atterrissant, que c'est une ville de béton, qu'elle manque de verdure. Et puis on traverse les rues, on est tout de suite ébloui par une verdure qui pousse, la nature qui pousse de manière organique, de manière très vivante et qui
qui nous transporte, la lumière qui donne... Mais la vie gagne à Beyrouth. D'ailleurs, on s'y amuse beaucoup. Exact. La vie gagne parce que on est aussi dans cette situation de risque permanent. Et la vie, elle est intense au Liban. Et aussi dans un peuple qui trouve toujours sa résilience. Je pense que c'est lié aussi à l'ADN de ce territoire qui a vécu beaucoup de conflits, de guerres, où on a appris à être résilient, à trouver toujours des ressources, et des plans, des solutions. Et ça apprend aussi sur aujourd'hui comment faire face au changement climatique, comment trouver des solutions pour avoir de l'électricité sans réellement avoir une infrastructure qui le permet. Comment continuer à vivre alors que tous ces fonds à la banque ne valent plus rien. Exactement. Ça, c'est la fin du monde. Et qu'est-ce qui compte? Qu'est-ce qui compte finalement? Ce qui compte, c'est vraiment l'humain, c'est nos relations, c'est des moments d'amitié qu'on peut passer et c'est des moments de beauté aussi qu'on retrouve dans des espaces intimes. Mais toi, tu as réussi de cette ruine qui pourrait être hyper traumatisante, justement, tu as réussi à faire quelque chose de beau, à y voir la nature, à y voir le départ pour autre chose, à y voir la terre. C'est incroyable. Est-ce que tu crois, si on pousse plus loin, est-ce que tu crois qu'il existe une esthétique de la ruine, comme chez Hubert Robert au XVIIIe siècle? Je pense ma vue de la ruine à l'encontre probablement d'une certaine façon à Hubert Robert, où on était dans une vision dans le XVIIIe siècle plutôt d'une ruine qui est antique, une romantisation aussi de cette ruine, d'une représentation un peu figée de la ruine. Pour moi, la ruine, elle est active en fait, elle est vivante. Elle permet des possibles. Elle permet l'imaginaire, elle permet aussi de nous inclure dans cet imaginaire. On rentre dans un espace qui n'est pas complètement terminé, qui n'est pas fini. Nous projetons dans la continuation de cette histoire. D'ailleurs, mon atelier à Paris, c'est un espace qui reste où on voit les patines des murs anciens, on voit des colonnes qui ne sont pas terminées. On a cette sensation d'un espace qui nous invite vers la matière, vers l'imaginaire. Et c'est cette matière-là qui m'a beaucoup frappée et qui reste quelque chose que j'explore dans mes projets. Et tu es très sensible à l'histoire? À l'histoire, absolument. Et par exemple, quand je regarde, quand j'ai construit Stone Garden, le bâtiment, la tour à Beyrouth. Et tu l'appelles garden, mais il n'y a pas de jardin. Il y a un jardin? Oui, en fait, toute la façade, c'est comme une sorte de terre, une sorte de sculpture de terre en fait, qui émerge du sol, qui est sculptée avec cette sorte de peigne que j'ai dessiné et que je travaillais avec les artisans. Et tous les balcons que j'ai conçus comme des loggias sont des espaces de jardin. Ah, donc quand on regarde de bas, on est avec ce bâtiment avec des ouvertures de différentes tailles où la vie gagne sur ces ouvertures qui à la fois racontent aussi l'éventrement de plein de bâtiments à Beyrouth et qui redeviennent dans cette tour-là des moments de vie, des moments où la nature gagne ces ouvertures, où on voit aussi depuis l'intérieur l'extérieur, où on raconte notre relation avec la ville. Donc la ruine ici, elle devient vivante, elle n'est pas... Ah, c'est vraiment pas une ruine, c'est extrêmement stylisé. Et il y a un angle pointu. En fait, le bâtiment, il épouse le terrain. C'est vraiment un travail qui est très ancré dans son contexte et qui cherche un peu de s'évader d'un certain style d'architecture, je veux dire, et pour raconter vraiment le lieu lui-même. Donc, le bâtiment épouse complètement ce terrain qui est en longueur et qui a justement un angle pointu. Qui refuse d'être une tour rectangulaire qui part en hauteur, donc à l'encontre des tours qu'on voit entourant, qui
qui cherche le ciel, elle cherche un peu la terre, en fait. Elle cherche de rester dans son sol. Et à partir de là, elle vient rencontrer la réglementation urbaine qui vient couper des morceaux dans cette masse-là, comme si on sculptait par ce qui est invisible aujourd'hui, ce qu'on écrit, en fait, et qui règle notre ville, qui devient tout d'un coup visible dans la forme du bâtiment. Et puis, quand on ouvre, quand on crée des ouvertures, il s'agit des masses qu'on extrait en fait de cette tour-là et qui deviennent vie. Ces masses qu'on extrait, ça fait écho aussi à ces moments où on voit éventrer un bâtiment, on voit cette histoire, mais là, ils deviennent des lieux de vie. Ils deviennent des lieux où on permet des appartements à chaque fois très différents d'un étage à l'autre, ou sur une triple hauteur, on a une vue vers un arbre qui cadre notre vue vers la mer de Beyrouth. Mais justement, c'est là, un de tes leitmotifs, c'est vraiment la présence de la terre, symbolique et véritable, quoi, au pied de la lettre. Mais alors, tu as reçu, on va en parler, beaucoup de succès pour des projets qui sont liés à l'art. J'aimerais que tu me parles de ton rapport personnel à l'art. Mon rapport à l'art, c'est à la fois un rapport de famille, parce que, comme j'avais dit, j'ai grandi avec... entourée par ma mère qui faisait ses études, mais aussi je passais beaucoup de temps à dessiner. En fait, le dessin pour moi, c'était depuis que j'avais 6 ans, 7 ans, j'ai des carnets de dessin et c'était pour moi une façon de comprendre le monde, mais aussi de vivre cet contexte qui était Beyrouth pendant les années 80, post-80 et la transition vers la reconstruction de la ville. C'était aussi une façon, parce que j'étais aussi amenée beaucoup à aller à la campagne, on avait une petite maison en campagne, donc c'est de retraduire aussi un contexte naturel au travers mes papiers, mes dessins. Donc c'était quelque chose qui est très présent dans ma pratique. Oui. Et Beyrouth elle-même, il y a ce côté où on a une expérience d'art, parce qu'à chaque fois, on est étonné par chaque expérience qu'on vit dans la ville, que ce soit des interstices entre des bâtiments, un bâtiment éventré, un bâtiment qui est complètement reconstruit à côté. Donc ces émotions permanentes qu'on vit, et même l'appropriation de la ville par la peinture, par les graffitis. C'est des textures qui sont toujours présentes et c'est des expériences artistiques. Mais tu te rends compte à quel point tu tournes bien les choses, c'est-à-dire le chaos, les choses éventrées, tu dis des émotions qu'on rencontre à chaque fois. Parce que je pense que c'est... en fait, on doit être positif, on doit être optimiste. Et je suis quelqu'un qui cherche la beauté dans tout, qui cherche à transformer. C'est aussi cette façon de pouvoir survivre. Je pense que la beauté est essentielle pour pouvoir survivre. Oui. Et c'est cette recherche-là qui nous permet de vivre et de survivre tous ces événements qu'on peut voir et qu'on continue à voir aujourd'hui. Comment transformer et comment arrêter de ce cycle aussi Mais l'art des autres, est-ce que tu as été touché par exemple par certains musées? Est-ce que tu as fait des découvertes? Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, à Beyrouth, il y a un très beau musée avec des pièces archéologiques exceptionnelles. Oui, le musée national aussi qui est fantastique. Il y a le musée de la minéralogie aussi qui est très beau musée où on a c'est fascinant de découvrir tous les minéraux. Là, c'est aussi une expérience de l'art produit par la nature. Mais aussi mes voyages à Paris, je suis arrivée, j'avais 22 ans. La découverte mais j'ai habité aussi à Londres et j'étais fascinée par le land art, par les Rebecca Horn, c'était vraiment un moment aussi où on voyait le land art qui était assez présent et ce que j'aime beaucoup c'est le fait de travailler avec la nature, le travail de Andy Goldsworthy, de pouvoir
prendre les éléments de nature et reconstruire quelque chose de nouveau. Et c'est des architectures. C'est des architectures et c'est aussi, ça fait penser à la question de ressources. Avec quoi on construit. Donc c'est toujours lié à l'architecture. Est-ce que par exemple tu as eu une épiphanie en voyant certains tableaux? J'ai eu une épiphanie en expérimentant le Lightbox de Anthony Gormley, qui est un ami que j'apprécie beaucoup et que j'avais découverte en 2001 ou 2002, qui était exposé. C'est quoi la Lightbox? Je connais pas. C'est un espace qui a été créé avec un nuage à l'intérieur et on rentrait et on était complètement en lévitation. C'est un moment où on est une âme, on devient une âme, où notre corps presque disparaît et on est... et c'est très puissant comme expérience. Donc j'étais beaucoup plus frappée par des expériences, des œuvres artistiques qui sont dans la performance, dans l'expérience, que par les tableaux en soi. Mais Gormley, par exemple, il crée des espèces d'architecture de l'homme dans l'espace aussi. Oui. Donc on revient toujours à cette obsession de l'homme dans l'espace. Oui, de la présence humaine, du corps aussi, de la présence du corps, de l'objet qui nous permet une certaine relation aussi, de transformer nos relations dans les espaces. Est-ce qu'il y a des musées qui ont produit sur toi un choc important? On parlait tout à l'heure, par exemple, de Naoshima, au Japon. Oui, le musée Shushu au Japon. Je ne sais pas si vous êtes allé dans ce musée extraordinaire qui est dessiné par... Tadao Ando. Tu parles du dôme ou pas? Non, le dôme, c'est c'est pas Sana? Nishizawa. Ouais. Oui. Et donc, celui qui t'a frappé, c'est lequel? C'est le musée Shushu qui est par Tadao Ando. Avec les monnaies. C'est ça, exactement. Le musée, l'autre, il est magnifique aussi. C'est une œuvre de Et là, Sana donc, c'est un tableau. À Teshima. Et là, ce que j'ai apprécié dans le musée de Tadao Ando, le musée Shushu, c'est vraiment le rapport à l'art qui est très puissant, et notamment cette salle de Monet où on rentre dans un espace où il n'y a que l'éclairage naturel, où on sent la matière avec le sol fini, avec de la pierre mosaïque en toute petite forme, sans jouant entre les mosaïques. Et ce cadrage des œuvres de Monet, en premier lieu, on est choqué. Les nymphéas, et puis et après, tout d'un coup, ces nymphéas avec cette couleur naturelle, on expérimente l'âme de Monet avec ce bleu qui apparaît, qui devient de plus en plus profond avec la lumière naturelle. Et c'est une expérience assez profonde. C'est un endroit mystique, non? C'est un endroit mystique. Et l'orangerie? L'orangerie aussi, mais c'est différent. Je pense que là, tu l'aimes moins? C'est magnifique, mais c'est pas la même. C'est pas le même choc. On est vraiment dans une institution muséale. Et ce qui est intéressant dans le travail de Shushu, c'est qu'il y a un mariage complet entre l'architecture et l'œuvre, et il y a une acceptation aussi de la lumière naturelle comme un élément, un vecteur qui nous permet de voir l'œuvre, mais aussi de la matière. C'est la matière qui nous entoure qui est assez forte. C'est comme un peu notre expérience de Castelvecchio, de Carlo Scarpa, où on a la présence de la lumière, de la matière des murs, la disposition des œuvres, le socle en pierre sur lequel se posent les sculptures, qui devient en soi aussi une expérience complète, qui raconte aussi les œuvres. Et Scarpa, pour toi, c'est une référence? Scarpa, bien sûr, c'est un travail d'artisanat de l'architecture, c'est un travail de détail, c'est un travail de matière que j'apprécie beaucoup. Il y a une intemporalité dans le travail de Scarpa. Et est-ce que tu as des maîtres, des références dans le dialogue entre art et architecture? Est-ce que c'est un mot un peu trop lourd? Je ne sais pas si... en fait, le dialogue entre architecture, je n'ai pas cette division nette que je peux raconter entre l'art et l'architecture, parce que
je pense que l'architecture doit avoir cette dimension artistique parce que c'est une expérience, c'est une émotion. Elle se produit par la précision, elle se produit par un travail précis autour de la fonction, un travail précis de la ressource, un travail précis de la compréhension d'un environnement, de l'histoire, d'intégrer cette archéologie. Mais Lina Bo Bardi, par exemple. Lina Bo Bardi, oui, j'aime beaucoup Lina Bo Bardi, bien sûr, c'est sculptural, c'est un travail aussi, j'aime beaucoup ses dessins en fait, quand elle fait ses dessins où elle intègre au travers la vie au-delà de l'humain, on voit les insectes qui font partie du dessin du projet. C'est ce que aussi qui me meut dans mon travail, c'est d'intégrer le vivant dans l'architecture. Mais est-ce qu'il y a un nom qui t'a fait dire, enfin un nom d'architecte qui t'a fait dire « Ah mais ça c'est vraiment extraordinaire, c'est ce que je veux, c'est l'expérience que je veux donner » parce qu'il y a une… Glenn Lowry citait Gertrude Stein disant il y a une contradiction entre art moderne et musée. Est-ce que tu penses ça ? Je pense qu'il y a c'est tout le questionnement aujourd'hui, c'est quoi le musée du XXIe siècle ou c'est quoi le musée de demain? Et il y a certainement aujourd'hui une contradiction entre la conception d'un musée comme une boîte blanche et les œuvres. Je questionne toujours le tableau qui se pose sur un mur. Déjà, quel rapport en fait on établit entre cet objet et son environnement, mais aussi une œuvre, elle est produite par un ou une artiste d'après beaucoup d'émotions et de rapports internes très profonds. Il y a des questions critiques qui sont généralement relayées par des œuvres d'art et parfois ceci est complètement aplati dans l'univers muséal. Et je pense que l'univers muséal doit évoluer dans ce sens-là. Mais alors c'est difficile, non ? J'ai visité récemment le V&A, le Storehouse du V&A. Ah oui, il paraît que c'est génial. C'est génial parce que on rentre dans la collection du V&A. Raconte. C'est la collection du V&A ils ont décidé de créer un open storage, donc un espace pour préserver les œuvres, mais qui est ouvert en fait à tout le monde. À Londres, le Victorien d'Albert. Oui, et c'est un peu vers c'est East en fait, c'est pas à côté du musée lui-même, donc c'est une destination en soi et c'est un lieu où on voit grouiller à la fois les gens et les œuvres, où on découvre les œuvres dans ce storage on décide de créer des connexions par nous-mêmes. Et c'est là où on voit la vie aussi de musée comme un peu comme Johnson Museum, un cumul d'objets et de collections et qui nous permettent de donner nous-mêmes le sens aux œuvres. Donc ça, c'est une nouvelle étape, tu penses ? Je pense que c'est une étape qui va beaucoup influer comment on va construire les musées. C'est quelque chose que j'ai étudié il y a quelques années aussi au travers d'un musée pour la collection Saradar au Liban. C'est un collectionneur qui a acquis beaucoup d'œuvres et qui racontait l'histoire du Liban au travers le regard des artistes, où on a travaillé sur une typologie de musée qui est une sorte d'archive ouverte. Et un lieu où j'ai imaginé le croisement entre la maison et le musée. La maison Iwan, qui est le Liwan, la typologie traditionnelle libanaise, où on rentre dans un chœur qui est à triple hauteur et on a les chambres qui nous entourent. Et l'idée était de rentrer dans cette sorte de storehouse une grande bibliothèque où les œuvres sont mises et qui nous permet de défiler de manière plus libre. Et après, on rentrait dans des pièces, une fois par exemple une salle à manger,
Il existe ce musée? Non, malheureusement, on ne l'a jamais construit parce qu'il y a eu la guerre? Non, il y a eu le problème économique en fait au Liban et puis ça s'est mis en suspens. Mais c'était une recherche hyper intéressante et que je poursuis un peu dans Donc tu vas recycler même peut-être? J'espère le construire aussi. La première grande étape dans tes projets récents de musée, enfin relativement récents, c'est le National Estonian Museum entre 2006 et 2016. Ça t'a complètement propulsé dans le monde et dans le monde des musées. C'est mon première expérience, c'est pour ce projet-là que j'ai commencé mon agence. J'avais 26 ans que j'ai gagné ce projet avec 2 autres collègues à moi. Et puis, à 26 ans, j'ai commencé… c'est dingue, non? C'est très tôt. C'était un nouveau pays et une nouvelle architecte. Et ce qui était intéressant, c'est déjà de commencer avec un très grand projet, c'est 44 000 m². Donc parfois, on fait toute notre carrière en tant qu'architecte, on finit par faire le plus grand musée. Moi, j'avais commencé avec cette échelle-là. Qui a l'air grandiose d'ailleurs. Et qui a une histoire, le site a une histoire assez touchante parce que ça me faisait écho à mon propre histoire parce que l'Estonie a eu son indépendance en 91 de l'Union soviétique et puis le site, il y a une piste d'aviation ex-militaire, donc il y a ce rapport aussi à la guerre, à cette occupation. Le musée, pour eux, c'était une façon de construire une identité, mais sans figer cette identité. Donc ça posait la question, qu'est-ce qu'un musée national aujourd'hui? Est-ce que ça peut être fermé? Comment ouvrir le musée national? Mais aussi créer un lieu de production culturelle, de diversité, de croisement. Comment se lier à cette piste d'aviation et retransformer aussi l'histoire, rapproprier, accepter l'histoire et créer de cette plateforme comme un land art un peu à la Robert Smithson avec le Jetty Spiral. Ça me faisait un peu penser à toutes ces échelles en fait de land art, le croisement entre l'architecture mais l'architecture elle-même, elle est puissante, elle affirme. Bien sûr, on est estonien et on va exister désormais, non? Je pense qu'elle joue les deux faces. Elle disparaît complètement puisque en s'attachant à cette piste d'aviation, on est dans un bâtiment qui tend vers un infini et qui disparaît. Parce que quand on est sur la piste, on a l'impression que le bâtiment n'existe plus, que c'est juste une plateforme. Et quand on se rapproche de l'entrée, c'est un porte-à-faux. Et là, on a une expérience monumentale. On a ce porte-à-faux qui nous rappelle les ailes d'avion, mais qui rentre dans une échelle humaine puisqu'on rentre dans une petite entrée qui est plutôt que bon, alors il faut qu'on aille là-bas l'intimité. 2022-2023, Serpentine Pavilion. Alors ça, c'est une autre aventure. Oui. Avec un toit comme une jupe plissée qui se serait déployée. Marilyn. Oui, Marilyn au-dessus de la bouche d'aération, mais sans Marilyn. Et dessous, une table serpentine qui invite les gens à se rencontrer. Oui, Serpentine, donc ce pavillon, en fait, ce qui est intéressant, c'est là, je passe à 300 m². Mais c'est 300 m² d'un statement. Absolument, et c'est un bâtiment, et c'est un pavillon plutôt parce que c'est temporaire, qui est très attendu. Et ce qui est fascinant, c'est l'amour que le public a et l'attente qu'ils ont pour aller découvrir à chaque année ce pavillon. Et ça aussi raconte la force de l'architecture, de créer de l'excitement, de créer aussi un attachement, une expérience unique. Et en même temps, pour moi, la question, c'était comment construire un pavillon qui raconte l'air du temps, en fait. C'est quoi? C'est un peu, ça raconte le zeitgeist. Mais c'est quoi l'air du temps, alors? C'était de se poser la question, qu'est-ce qu'on a besoin aujourd'hui? Comment l'architecture, qu'est-ce qu'elle peut raconter?
Elle doit raconter à la fois l'histoire de ce que peut être un pavillon, et là c'était pour moi l'archéologie de l'histoire du pavillon, et à la fois être un lieu où on est ensemble et qui raconte plutôt l'intimité des lieux qui nous ramènent ensemble dans un espace chaleureux. Et tu as assisté à des scènes chaleureuses, justement? Justement, en fait, aujourd'hui, j'avais la directrice du Chicago Museum et elle me racontait qu'elle était pour elle, ce pavillon l'a beaucoup émue parce qu'elle est arrivée, elle l'a senti dans son ventre et elle m'a beaucoup émue en me racontant ça parce que justement, je pensais ce projet depuis l'intérieur, en fait, comme un espace de gathering, un espace pour être ensemble. Il y a cette table, en fait, où on est invité à s'asseoir, et c'est un espace de silence, un espace où on sent aussi qu'on est un peu dans un lieu aparté, à la fois lié au jardin, mais un peu dans un rêve entre deux, et qui nous permet de partager cette table où on se sent lié l'un avec l'autre. Oui, c'est ça. Et c'est un peu comme Béatrice Colomina avait écrit dans son livre, à l'occurrence qui est sorti pour ce pavillon, c'est un peu partager nos bactéries, partager tout l'invisible. Ah oui, c'était le moment où on parlait beaucoup de ça. Non? Exactement. Et puis la jupe, c'est un peu ce rapport à l'histoire du mot pavillon, qui vient du mot papillon. Ah. Et c'est papillon parce que c'était dans l'histoire des pleated structures, donc c'est une sorte de pliage qui étaient posés sur des colonnes très fines. Et donc ça fait écho aussi à cette histoire de ce que peut être les pavillons. Et aussi en même temps cette horizontalité et ce jeu de pliage fait un peu une sorte de mouvement, un peu comme un carrousel. Mais est-ce que tu penses que c'est un geste féminin que tu as commis? Alors, je suis une femme, mais... Ah bon? Est-ce que tu crois qu'il y a des choses comme ça, gracieuses, que les messieurs n'auraient pas l'idée de faire en architecture? Je ne sais pas, je ne porte pas de jugement. Qu'est-ce que pourrait être un geste féminin ou masculin? Peut-être un homme qui est très en rapport avec sa sensibilité pourrait avoir une approche très sensible à l'architecture. Je pense qu'il s'agit d'écouter le monde et de pouvoir dessiner une architecture qui se lie au lieu et qui raconte un peu une mémoire, qui n'est pas juste un geste architectural. Ce n'est pas une image en fait que j'avais envie de dessiner. Ce n'est pas une architecture spectaculaire ou une forme spectaculaire. C'est vraiment une expérience en fait intime que j'avais envie de partager au travers ce pavillon. Bon, ça c'était le first step. Second step, février 2025, The Western Range, le bâtiment, toute la partie ouest du British Museum, dont tu es chargé du dessin, de la rénovation, je ne sais pas. Oui. Et là, c'est quand même la Libanaise qui habite Paris, qui gagne le royaume britannique, c'est-à-dire le British Museum, c'est vraiment l'empire du goût anglais, et c'est toi qui as gagné cette chose-là. C'est incroyable, non? C'est un concours, donc on était 60. On était 60 au début, puis on a été shortlisté à 5 architectes, dont les grands architectes qu'on peut connaître aujourd'hui, et c'est un concours passionnant qui m'a fait plonger avec mon équipe dans l'histoire du monde. On était passionnés de comprendre les œuvres qui nous avaient données pour cet exercice qui était une partie du Western Range, et là aujourd'hui le projet s'étend sur l'ensemble du Western Range, mais aussi on est en train de regarder des additions et au-delà de la rénovation, des extensions en fait, du musée.
Mais je pense que le défi ici était de comprendre des œuvres, mais aussi comprendre l'espace, son histoire et comment créer, sublimer le lieu, à la fois transformer l'espace comme un vaisseau pour pouvoir comprendre une collection et avoir la possibilité de développer un espace extraordinaire qui raconte d'une manière nouvelle les musées. Mais qu'est-ce que tu as eu de plus, toi, tu crois, pour gagner ce défi Nicholas britannique? Cullinan. Ce que me racontait Nicholas, le directeur du musée, et puis je pense le jury, ils ont voté le projet à l'unanime. C'était tout un processus de 6 mois où on a fait beaucoup d'échanges, où aussi on était en échange avec les keepers, avec les curators pour pouvoir voir comment on va travailler ensemble. Et il y avait aussi un projet, donc c'est à la fois la maturité de la réponse, c'est cette capacité aussi de travailler avec la complexité, parce qu'aujourd'hui ces musées racontent des collections qui viennent de partout. Il y a aussi un dialogue à mettre en place dans ces musées, comment l'architecture permet des espaces de dialogue au-delà simplement d'exposer. Oui, mais toi, tu as donné, parce que je suis sûre qu'ils sont tous capables de dialoguer. Toi, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Quel a été le déclic final qui a fait que tu as gagné ce projet tellement britannique? Ce qu'ils me disent, c'est que c'est un projet extraordinaire qu'ils ont vu et qu'à chaque fois qu'ils présentaient ce projet, à la fois, parce que le projet a été exposé au public, donc avant même d'être soit choisi, donc ils ont présenté les projets à des comités qu'ils ont, des comités internationaux, et ils ont présenté en interne, et ils ont eux-mêmes aussi évalué les projets. Il y a eu des demandes de films, donc il a gagné le plus de... Il était aimé. C'était le plus aimé. Il a été aimé, mais je pense que c'est aussi la démarche, puisqu'il y a une démarche qui consiste à comprendre l'histoire, à chercher un peu dans ce sens de l'archéologie du futur, comment pas seulement faire une architecture, mais être une architecture qui est à l'écoute de l'humain, à l'écoute des objets, à l'écoute de l'histoire. Mais qu'est-ce que ça veut dire archéologie du futur alors? Pour moi, c'est ce rapport à l'histoire, au questionnement de chaque typologie. Quand je fais un musée, je me pose la question, c'est quoi la typologie d'un musée aujourd'hui? Je remonte aux pyramides, à comprendre comment on a mis les défunts avec leurs objets. Est-ce que c'est une forme de musée? Une forme de musée? Et quelle est la typologie du musée? Quel est le sens d'un musée aujourd'hui? Donc c'est une recherche qu'on mène et qui nourrit finalement le bâtiment. Quand j'ai fait la manufacture Hermès en Normandie, j'étais intéressée par comprendre les ressources locales, regarder la terre, avec quoi je vais construire, regarder des briqueteries artisanales, mais regarder aussi l'histoire de Hermès. La naissance de la sellerie, cet mais par espace. exemple, Donc le bâtiment lui-même, il fait écho aussi aux chevaux avec ses arches. Donc il y a un rapport en fait de sédimentation et de narration qui devient physique, qui devient vécu dans le. Tout est justifié. C'est pas une question de justification parce que c'est pas tout coule de source. Oui, c'est une façon d'appréhender la complexité et de la rendre intelligible et de se dire qu'un bâtiment, il n'est pas seulement self-referential, c'est pas un geste ou c'est un objet qu'on va photographier, mais c'est un vécu et il a vécu parce qu'il y a toutes ces histoires qu'il raconte. Et là, j'avais noté que dans le groupe de réflexion qui a gagné donc ce projet, il y avait un artiste. Tu avais pris avec toi Ali Chéri, un artiste libanais qui vit à Paris aussi. Pourquoi? Honnêtement, avec Ali, on a fait nos études ensemble. Donc, lui, il avait étudié le graphisme, moi j'avais fait mes études en architecture.
on avait une relation de longue date et des échanges autour des notions d'archéologie. Et avec le British Museum, je trouvais que c'était une belle occasion pendant le concours de l'inviter comme une voix qui va nous questionner, qui va nous ouvrir un peu d'autres horizons, d'autres synapses, d'autres connexions, comme je suis toujours intéressée à ouvrir l'architecture et se poser des questions. J'aime beaucoup son travail, ce rapport à re-questionner des œuvres, à raconter de nouvelles histoires à travers... Il revisite l'Antiquité. Revisiter l'Antiquité, mais aussi cette sorte de cadavre exquis que chaque œuvre raconte. Et c'était assez intéressant d'échanger pendant cette phase. Et aussi du point de vue d'un contemporain, d'un artiste qui va regarder les œuvres autrement. Ah, c'est sûr. D'ailleurs, il a fait plusieurs projets à Londres. Et alors, l'autre victoire récente, autre coup d'éclat, c'est le pavillon permanent du Qatar dans les Giardini pour la Biennale de Venise. Ça, c'est pas énorme, mais en termes de retentissement, c'est énorme, parce que c'est très rare qu'il y ait un nouveau pavillon de manière permanente dans les Giardini de la Biennale de Venise, qui est l'événement phare international. Oui, là c'est un pavillon permanent, c'est aussi donner voix à un pays, le Qatar, au cœur du Giardini. Et c'est un travail avec une femme visionnaire, qui est Cheikh Al-Mayassa, qui a mené 15 ans de négociations pour avoir cette place en fait, pour le pavillon, et qui est quelqu'un d'extrêmement sensible à l'art, à l'architecture, à la créativité, et qui croit aussi en rôle de l'architecture et de l'art dans une diplomatie culturelle. Et le défi ici, c'est comment créer un pavillon permanent qui représente ce pays sans qu'il rentre dans un cliché de représentation. Ah oui. Voilà. Et raconter un rapport aussi entre Venise, entre le Qatar et une histoire, parce que quand on regarde Venise, il y a eu beaucoup d'échanges avec les pays arabes, les Mamelouks qui traversaient ce territoire, tout l'apport du verre artisanal, il provient aussi de jarres qui arrivaient au temps des Mamelouks vers Venise, et cette histoire et cet échange entre les deux. Venise, c'est une ville qui s'est construite sur l'eau. Le Qatar, c'est un pays qui a émergé de l'eau de milliers d'années, l'idée de fossilisation. Donc ce pavillon, il est un peu comme une sorte de pavillon en mouvement. Et il a cette façade qui est plissée, où on a l'impression que la pierre coule en fait en constituant la façade elle-même. C'est un pavillon qui nous donne une nouvelle perspective, une nouvelle voie, et nous permet de s'élever sur le toit et de regarder finalement le Giardini autrement, et qui parle d'hospitalité dans un espace généreux intérieur, et qui permet aussi d'exposer de nouvelles perspectives. Et c'est exceptionnel parce que ça fait 30 ans qu'il n'y a pas eu de nouveau pavillon. Et en plus, dans une situation parfaite, au centre des Giardini, c'est incroyable. C'est un très beau site, mais aussi un site où il y a beaucoup de responsabilités, parce qu'on est au cœur, on est en face de la plateforme où on a les restaurations actuellement, et aussi une relation à tisser avec les pavillons à côté, un respect il y a le pavillon danois à côté, il y a le James Stirling de Book Pavilion qui est aussi qui fait face au pavillon. On a le pavillon finlandais, suédois qui est en face. Donc c'est un peu le centre du monde quand même. Et est-ce que c'est une question un peu presque basique, mais que je ne peux pas m'empêcher de te poser? Est-ce qu'à certains moments tu dis, bon, mais finalement, est-ce que c'est beau ou pas beau mon nouveau bâtiment? Pas seulement celui-là, en général. Est-ce que tu te dis, mais est-ce que c'est beau? Bien sûr. La beauté est essentielle, c'est une question... il faut qu'il y ait une beauté, une harmonie, et
c'est intérieur, c'est quelque chose que je ressens en fait, et je cherche. Donc c'est un de tes objectifs. Bien sûr, c'est un des éléments, mais la beauté est née par cette précision aussi. C'est pas quelque chose qu'on impose sur un projet. Elle est née par cette recherche, cheminement. Oui, ce cheminement, mais aussi cette mise en place et en travail de la matière. Le bâtiment, il est construit en pierre, il y a le travail de la main, il y aura du verre artisanal qui fait partie de sa façade. Donc le travail de la main qui ramène aussi cette humanité à l'architecture. Donc tu es une travailleuse de force. Tu travailles énormément, non? Je suis passionnée, oui. Bien sûr, parce que l'architecture, c'est beaucoup de travail et c'est un métier. Et beaucoup d'échecs aussi. Beaucoup d'échecs et c'est beaucoup de persévérance. C'est un peu comme un travail d'athlète. On court et c'est le dernier moment qui est très important pour arriver à un projet entier. Et puis on organise le travail, on orchestre le travail d'énormément d'autres corps de métier et qu'il faut, en tant que chef d'orchestre, qu'il faut qu'ils jouent dans la même partition. Si mon ingénieur, si l'ingénieur en environnement, l'économiste, le façadiste, toutes ces personnes ou toutes ces sociétés ne sont pas dans la même mouvance et dans la même passion, il est impossible de faire un projet. Donc c'est un travail de collaboration. Le début du projet, c'est le succès quand même. On annonce, on sort les trompettes et on annonce que l'INA a obtenu l'aile ouest du British Museum, le pavillon. Comment on gère ce succès? Avec beaucoup de modestie, je pense que c'est beaucoup de responsabilité aussi, parce que je ne sais pas, je me pose la question, c'est quoi le succès? C'est pas un but en soi, c'est une nouvelle étape en fait, avec beaucoup de responsabilités qui vient de faire en sorte qu'un projet, il peut répondre à beaucoup de questionnements, à beaucoup de contradictions actuelles. Quand on parle de British Museum, je vais faire face à beaucoup de questions aussi qui se posent autour de collections, mais aussi quel rôle peut jouer l'architecture pour créer des lieux de conversation, quel rôle elle peut jouer avec les œuvres et comment réaliser un projet de Oui, mais on laisse sa trace ainsi. Je n'ai jamais pensé l'architecture comme un moyen de laisser ma propre trace. Parce mais que de facto, ça, probablement, ben et oui. Du coup c'est encore plus responsabilisant. Bien sûr, c'est encore plus responsabilisant parce que c'est pour des générations à suivre de garder un lieu qui va être humain, qui va être capable d'être approprié, capable d'être aimé aussi et qui peut nous rassembler et je pense que c'est l'essentiel et je pense que le succès c'est aussi une plateforme pour pouvoir défendre des principes, une éthique, une façon de faire qui pourrait avoir un impact positif dans notre monde. Et j'espère pouvoir le mener à mon échelle. Parce que, voilà. La dernière question, c'est quoi ton prochain rêve? Ce qui va venir. Et c'est quoi? Je ne sais pas. Tu l'attends? C'est l'avenir. Oui, je l'attends. Bon, merci beaucoup, Lina. Merci pour ce message d'amour, en fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci.